Bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons ici à Jujuy le printemps au Caire. J'espère que vous aussi, parce que c'est une excellente saison pour vous accueillir. Donc, je vais vous accompagner lors de ce voyage vers la magie des ondes à Jujuy. Merci beaucoup. Et tout d'abord, il nous faut savoir où est-ce qu'il se trouve, Jujuy. Et donc, je vais vous expliquer comme quoi Jujuy est une petite province qui se trouve bien au nord de l'Argentine et qu'en compagnie de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca et La Rioja, elle forme la région nord du pays. Et qu'on peut y arriver, par exemple, à partir de Buenos Aires, donc les centres du pays, par les routes nationales numéro 9 et le numéro 34, sachant que la route numéro 9 vous permettra aussi d'aller jusqu'en Bolivie en passant par les postes frontières de la Quiaca. Et que la route nationale 50V aussi, elle vous permettra d'aller en passant par les postes frontières de Jama jusqu'au Chili. Et donc, mais si vous n'avez pas envie de prendre la route et que vous préférez l'avion, cela est possible aussi depuis Buenos Aires avec, et voilà. Donc, je vous disais que cela est possible depuis Buenos Aires. Il existe trois vols quotidiens et à partir de Cordoba, 4 vols hebdomadaires. Toutefois, il faut savoir que ces fréquences aériennes sont redéfinies actuellement en fonction des protocoles de biosécurité. Ensuite, maintenant, puisque nous sommes déjà à Jujuy, nous pouvons parler des atouts géographiques, entre lesquels on pourrait par exemple mentionner le fait que la province est divisée en 4 régions, à savoir Puna, Quebrada, Yungas et Valles. Et que, par exemple, dans la Quebrada, il existe un tout petit village qui s'appelle Huacalera, où se trouve le seul monument marquant le passage du tropique du Capricorne dans le pays. Et que c'est dans ce même petit village que l'on peut assister à la célébration de l'Inti Raymi, qui est une célébration du solstice d'hiver qui était célébrée par les Incas autrefois. Et bon, quoi encore? On peut mentionner aussi que l'offre touristique de la Provence est présente dans toutes les 4 régions. Ensuite, on peut mentionner que la Provence compte avec 2 sites patrimoine de l'humanité, la Quebrada de Mahuaca et le Capacñón, un magnifique sentier en forme d'escalier dans la montagne qui était autrefois la route principale des Incas. Aussi, la Provence compte avec 2 réserves de biosphère, celle de Yungas et celle de Pozuelos dans la Puna. 3 monuments naturels, Pozuelos, la réserve que je viens de vous mentionner est aussi un monument naturel avec la taruca et les jaguaretés. La taruca étant un cerf qui habite dans les vallées et les jaguaretés, une bête, une fauve qui habite dans las Yungas. Jujuy compte aussi avec un parc naturel
qui s'appelle Kalilewa, qui se trouve dans la Chongas, et 2 passages internationaux dont je vous ai déjà fait mention quand je présentais un petit peu la géographie de la province et je vous ai dit qu'on pouvait aller jusqu'en Bolivie et au Chili. Ce sont ces 2 passages avec lesquels compte la province. Alors, vous serez d'accord qu'avec tout ceci, la province a besoin d'être protégée, a besoin d'un certain niveau de protection. C'est pour ça que plus de la moitié de la province se trouve sous un certain niveau de préservation. 10% de cette moitié correspond, un petit peu plus de 10% correspond à la quebrada de Mauaca et un 25% correspond à la réserve de biosphère de Yungas. Le reste du territoire étant sous un autre critère de protection. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'au moment où nous passons d'un paysage de stèles qui se trouve à plus de 3500 mètres sur le niveau de la mer, où seulement des micro-organismes peuvent habiter, et que dans une centaine de kilomètres, tout est transformé et nous nous trouvons dans une forêt de montagne, le paysage est complètement différent, et qu'on peut trouver là plus de 60% d'espèces d'oiseaux d'Argentine, nous réalisons l'incroyable diversité naturelle de la région. Cette diversité non seulement se trouve dans le paysage, mais encore dans les services proposés. C'est ainsi que l'offre touristique se décline, par exemple dans une hôtellerie boutique ayant en moyenne 12-15 chambres, des cabanes, des auberges, des gîtes ruraux et des chambres d'hôtes. Puis, sachant que les hôtels sont souvent tenus par le propriétaire et que les jujeños sont des excellents hôtes, je vous assure, et on se rend compte comme quoi l'interaction culturelle est quasiment parfaite. Et bref, la Provence mérite bien le label Safe Travel qu'on lui a octroyé, et parce qu'elle respecte les protocoles de biosécurité, et parce qu'elle respecte aussi de normes élevées des qualités des services. Et bien sûr, vous trouverez aussi cette multiplicité des saveurs à découvrir sur le territoire. Si nous parlons de région, nous pouvons parler par exemple à la quebrada de la viande de chevreau, du maïs, de pommes de terre, du quinoa. Et bien évidemment, il ne faut absolument pas marquer les vins de montagne, sachant que le vignoble le plus haut du monde se trouve à Jujuy et que ces vins sont le résultat des associations de contrastes avec une lumière puissante. Puis, si nous parlons des yungas, par exemple, les yungas ou les vallées, là, vous aurez la possibilité de goûter de la viande de bœuf, des fruits tropicaux et aussi de poissons de rivière. Finalement, si nous passons du côté de la Puna, on vous proposera de la viande de lama, de la viande d'agneau et de pommes de terre. De plus, la géographie de la région permet de proposer un large éventail d'activités, par exemple le trekking, les randonnées, l'équitation, les randonnées avec un troupeau de lamas, des safaris photographiques et encore de l'alpinisme. Maintenant que nous sommes déjà immergés dans le paysage et cette beauté exubérante de la région, il est intéressant de savoir comment fonctionne le tourisme rural communautaire en Argentine, puisque nous nous intéressons tous au tourisme rural communautaire. Donc, au niveau de l'économie, par exemple, ce genre de tourisme permet un travail légitime, un développement de travail légitime, je voulais dire, et stimule aussi la production locale et les communautés, surtout dans les communautés, les femmes et les jeunes, pour qu'ils puissent trouver des alternatives et des promotions économiques. Côté environnement, c'est vrai que les tourismes ruraux priorisent la conservation de la nature
et qui, du côté de la culture, revalorise le patrimoine ainsi que sa conservation. Et donc là, ainsi, nous avons le réseau argentin de tourisme rural communautaire qui compte avec plus de 50 propositions dans les communautés rurales autochtones. Par exemple, au niveau du littoral du pays, vous serez invité à découvrir les secrets de la forêt et des excursions en bateau. Pendant qu'au nord-ouest, il s'agit d'une expérience d'immersion où le savoir-faire artistique et permet des expériences aussi d'agrotourisme, par exemple les travaux dans les plantations, rencontrer la cuisine traditionnelle. Et en Patagonie, c'est la rencontre des communautés Warpes et Mapuches qui vous proposeront, entre autres, des expériences de camping, de nature et la possibilité d'apprendre à skier en saison. Eh bien, maintenant, nous pouvons nous promener tous ensemble. Et premièrement, nous allons nous diriger vers les grands marais salants. Et s'il vous plaît, notez au passage que, parce qu'il faut le dire, pour y arriver, aucune voiture spéciale n'est pas nécessaire, parce que la route, il s'agit d'une route goudronnée et que toutefois, ce serait bien d'avoir une certaine expérience au niveau de routes de montagne. Ainsi, bon, nous sommes déjà dans les salines. Vous savez que les salines, il s'agit d'une des 7 merveilles de l'Argentine, où des communautés subsistent grâce au tourisme et grâce au commerce du sel. Et que ici, vous serez accueillis par les communautés autochtones et entre les atouts de la région, on peut compter bien évidemment les salines, les lacs, le volcan inactif, le lama, le flamand rosson, les parinas et les vigognes. Bon, finalement, j'ai oublié de le dire, je voulais le dire tout d'abord, la Puna occupe une grande partie du territoire et elle se trouve à 3600 mètres d'altitude. Déjà sur la route, nous allons visiter le premier village, Rinconadilla, qui se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres de Salinas. Là, c'est plutôt un village de grands artisans, l'un de moutons et fibres de lama. Et depuis ce village, vous aurez la possibilité de faire des trekking, par exemple, vers le Val de Verne de Salines et la lagune de Ouachatachoc. Aussi, vous aurez la possibilité d'expérimenter la fabrication des tissus et bien sûr les promenades. Et la préparation des aliments aussi. Ces villages, je voulais vous montrer, il fait partie d'un réseau qui s'appelle Miroir de sel, avec des autres villages que je vais vous présenter maintenant. Le premier d'entre eux, Alpacito, qui se trouve être un groupe de maisons typiques faites en pierre et dont le toit est fait aussi de chaume et d'argile, et qui dispose des auberges assez confortables et simples, bien évidemment.
Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut visiter l'église, faire des courtes promenades, observer le vestige des anciennes populations, observer la forêt des Quechua et les cultures en terrasse, ce qui est très intéressant, et la fabrication des tissus dans des anciens métiers à tisser ou soit des tissus tricotés. Ensuite, nous passons au village de Barrancas, un site qui dispose d'un super beau site archéologique où vous allez découvrir, par exemple, le plus récente découverte, excuse-moi, du site, une momie qui est ancienne de 8000 ans, selon les premières études. Et les guides du site archéologique sont prêts à vous raconter toute l'histoire écrite sur les rochers et les falaises des Barrancas. D'autres choses à faire dans ces petits villages, la possibilité de cuisiner, de rencontrer Doña Florentina et ses enfants qui vous apprendront des super belles expériences et aussi la possibilité d'apprendre à tisser avec un ancien métier à tisser en compagnie de Faustine. Eh bien, après ces 3 villages, nous pouvons revenir en arrière. Là, je vais vraiment revenir en arrière parce que je passais. Voilà. Donc, je vous disais qu'on a déjà fait les tours des 3 petits premiers villages et nous pouvons revenir un peu en arrière pour aller jusqu'à Surques. Et qu'est-ce qu'on peut faire à Surques? On peut visiter, par exemple, l'ancien cimetière. Et il faut dire au passage que Surques compte avec la plus ancienne église à Jujuy qui s'appelle Notre-Dame de Belém. Il faut mentionner aussi qu'il existe différents d'auberges dans différentes gammes. Certainement, ces groupes des jeunes personnes que vous voyez sur la photo, vous saurez guider parfaitement bien parce qu'ils sont suivis des formations spécifiques pour vous accompagner sur différents sites, circuits et aussi avec les activités de paysannes. Ensuite, et si vous avez envie d'aller presque au bout de la route 40, on peut aller tous ensemble vers Cosi-Cosi. C'est un tout petit village de toute façon avec 250 habitants qui sont quasiment consacrés à l'élevage du bétail et aux services touristiques et plus récemment, à la culture du quinoa. D'ailleurs, ici, l'excursion la plus intéressante que vous pouvez faire, c'est vers le Chorropacha, qui est faisable à peu près en 5 heures en voiture, plus 2 heures à pied. Là, voilà. Et voilà sur cette photo les plantations des quinoa. Puis, à seulement 5 km de Cosi-Cosi, la vallée de la Lune, qui est encore une autre promenade hors du commun, et dont les cendres de volcans colorés, les falaises rocheuses à plus de 100 mètres de hauteur méritent bien d'être visitées. Ensuite, nous aurons la possibilité de découvrir San Juan de Oros. San Juan de Oros, oui, j'ai dit bien. C'est sur cette photo aussi. Qui se trouve être le premier village solaire du monde. Et nous pouvons aussi passer à Cabrelia. Oups, Cabrelia, voilà. Qui, ayant seulement une trentaine d'habitants, se trouve pourtant être le point de départ pour découvrir les immenses falaises de la région. Et finalement, vers Santa Catalina,
on vous proposera de belles promenades, par exemple vers Cassis, un village qui est tout près, et qui est fort célèbre à cause de la poterie qui est produite dans ce village, qui s'est produite dans ce village. Et aussi, il faut dire que Santa Catalina est un village précolombien et dont l'église Santa Catalina d'Alicantia date du XVIIIe siècle. D'autre part, si nous allons vers le village de Rinconada, cela nous permettra de découvrir des activités comme le processus de filage avec du puisca. Oui, vous le voyez sur la photo, la dame qui est en train de filer. Mais vous allez passer par toutes les étapes depuis l'extraction de la fibre, avec l'assistance en permanence de la famille Mamani Martinez. Et comme une autre activité tout à fait particulière et très distinctive vis-à-vis des autres activités proposées dans la région, l'orpaillage. Vous aurez la possibilité de faire la visite d'un des tunnels qui sont sous le village. Et on vous fera participer aussi, si vous avez envie, au lavage manuel d'or dans la rivière. Là, vous voyez sur les photos justement les deux activités dont je viens de parler, les travails avec la laine, les fibres des lamas et l'orpaillage. À l'est, maintenant, à l'est de Rinconada, plus ou moins une vingtaine de kilomètres, nous allons trouver la laguna de Pozuelos. Vu qu'il s'agit que seulement une vingtaine de kilomètres, c'est une visite qui peut être faite dans la journée. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la laguna de Pozuelos? Vraiment, il faut mentionner qu'elle occupe 400 000 hectares et que depuis 1990, elle est la première réserve de biosphère en Argentine. Et qu'il s'agit d'une zone humide très importante dans la région à cause de sa diversité, de sa biodiversité et les caractéristiques du peuple Coja qui l'habite. Il est possible d'y observer, ça il faut le dire aussi, plus de 36 espèces d'oiseaux aquatiques, entre lesquels nous n'allons pas oublier de mentionner les flamants roses. Déjà sur le point final de la route 40, nous nous retrouvons à La Quiaca, à 3445 mètres d'altitude et à 245 km qui séparaient le Jujuy. Et qu'est-ce qu'on peut faire à La Quiaca ou voir? D'abord, il faut dire, vous rappeler en tout cas qu'en traversant les postes frontières de La Quiaca, vous pouvez aller jusqu'en Bolivie. Mais côté sympathique, je vous conseillerais mais surtout ne pas oublier de visiter le marché de la Lucia qui propose des produits de l'artisanat de la région de la Puna, de Jujuy et du sud de la Bolivie. Il est très coloré. Ensuite, on vous proposera aussi à La Quiaca, vous allez le voir, vous aurez un éventail assez large de possibilités en ce qui concerne l'hôtellerie et la gastronomie, ce qui fait de la ville un excellent point de départ pour les excursions en direction Javi, Santa Catalina, Castilla, Pozuelos et Villazón, bien évidemment, en Bolivie. Et maintenant, nous avons laissé derrière nous la Puna et nous sommes dans la Quebrada. La Quebrada de Humahuaca qui lie histoire et tradition ancestrale et qui préserve croyances religieuses, rites, festivals, arts et musique, ainsi que de techniques anciennes agricoles. C'est pourquoi il a été déclaré patrimoine de l'humanité en 2003. Et le premier village que nous allons visiter s'appelle Hornaditas. Un village qui a vu une femme, Clarita Lamas, et sa famille travailler pendant 18 ans dans le tourisme communautaire. Et
et que ceci lui a permis d'élever ses enfants, de leur faire étudier et aussi de faire évoluer sa communauté. Elle nous apprendra à préparer des cosmétiques aux arbres, par exemple, à faire des ragoûts et des fromages. C'est très intéressant. Puis, à une demi-heure de Mawaka et à plus de 4000 mètres d'altitude, nous arriverons à El Hornocal. El Hornocal qui va nous éblouir de toute sa force et de toutes ses couleurs, et où une dizaine de familles aborigènes travaillent sur place pour faire de votre séjour un séjour inoubliable. Ensuite, ici, sur cette photo, nous allons voir, nous avons un chemin compliqué, hein, il faut l'avouer, et seulement 50 familles à visiter. Néanmoins, Kaspala vaut la peine, je vous assure. En plus, vous aurez la chance de profiter des cascades, des sites archéologiques, une vie communautaire, des auberges très, très agréables. Et pourquoi je vous dis que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'une fois rentré chez vous, vous aurez hâte de montrer à vos amis les photos prises tout au long de la route parce qu'elles seront superbes. Et si cela ne suffisait pas à vous rendre heureux, vous aurez l'opportunité de goûter les quelques 36 variétés de pommes de terre qu'ils cultivent. Et nous arrivons maintenant à Santa Ana, un village dont les femmes sont célèbres car elles fabriquent ici des manteaux finement brodés dont il est quasiment impossible de distinguer l'envers. Il se trouve à 9 km, non, pardon, à 9 km de Santa Ana. Nous aurons accès au fameux, au célèbre Capacñan, donc la route des Incas, longue de plus de 5000 km qui traverse 6 pays, à savoir l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Chili. Et c'est pour cela qu'il a été nommé le deuxième site du patrimoine de l'humanité dans la catégorie itinéraire culturel. Il faut savoir que ici se termine le chemin faisable adapté, disons, pour les voitures. Il faut continuer à pied. Soit un trajet de 8 heures, soit un trajet de 2 heures en direction Valle Colorado si jamais vous faites le transport jusqu'à la dernière étape. Et une fois que vous êtes au Valle Colorado, vous aurez la possibilité, par exemple, de visiter les centres d'interprétation du Capacñan, ce qui est très intéressant, et en plus faire du trekking et de l'équitation. Ensuite, vous aurez deux options. Soit dormir sur place et récupérer le lendemain le voiture à Santa Ana, soit continuer le voyage vers le sud, plus ou moins une vingtaine de kilomètres jusqu'à Valle Grande, et depuis où vous aurez la possibilité de prendre le bus et rentrer directement à Jujuy. Alors, une fois à Valle Grande, bon, on va les mentionner tous les trois, hein, Valle Grande, San Francisco et Alto Calilegua, ce sont des exemples magnifiques de villages des Yungas qui proposent tous les trois un circuit fort exceptionnel vis-à-vis de l'observation des oiseaux et les contacts avec la nature. Et là, vous pourrez aussi pratiquer l'équitation et faire de superbes promenades. Ultime et dernière étape de notre voyage, El Fuerte, où la flore et la faune riches et abondantes vont vous donner la main pour vos dernières randonnées dans la forêt vierge. La nuit, vous dégusterez un asado et des empanadas et l'aventure sera finie.
Là, l'extrême beauté des paysages harmonieusement combinés avec le mer ancestral et une frontière en permanente évolution sont les potentiels qui commencent à se dévoiler. Merci beaucoup de nous rendre visite. Ok, Santa, donc je vais répondre aux questions là. Oui, alors, excuse-moi Sandra, et bonjour à tout le monde. Et tout à l'heure, j'ai eu un problème de connexion et c'est pour ça qu'on a mis du temps pour démarrer ce webinaire. Et alors, je vous demande toutes nos excuses. Et je tenais tout d'abord à vous remercier d'être présent à ce webinaire. Nous avons voulu partager avec vous les différentes expériences que, en ce moment, les communautés rurales et aborigènes de la province de Jujuy proposent aux voyageurs du monde entier. Et je suis Luciana Sola, responsable de la promotion touristique d'Argentine en France. Et au nom de Monsieur Ricardo Sosa, qui c'est le directeur exécutif de l'Improtour, et nous voulions, en tout cas, ou nous tenions à partager avec vous ces expériences et à vous exprimer toute notre solidarité dans ce moment difficile. Et alors, nous avons reçu quelques questions au long de la présentation de Pilar. Et je remercie vraiment Pilar de nous avoir accompagnés dans ce voyage dans la province de Jujuy. Et alors, une des principales questions, bon, en tout cas, c'est une question que nous avons reçue de la part de plusieurs intervenants. C'était par rapport aux prestataires que nous avons vus. Et Pilar, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir leur contact, adresse mail ou téléphone et des différents prestataires qui proposent ce type d'expérience dans la province de Jujuy? Pilar, tu m'entends? Oui, je t'entends, excuse-moi. Et oui, bien sûr, toutes les informations concernant les tours, la visite à Jujuy, toutes ces informations seront envoyées directement chez vous et seront avec tous les détails concernant l'auberge, la gastronomie, tout, absolument tout, même avec les photos, et sera envoyé directement aux personnes intéressées. Ok, très bien, merci. Et une autre question que nous avons reçue, c'est par rapport à l'escalier du Cap Agnan. Est-ce qu'il existe des possibilités de se loger près du Cap Agnan? Oui, en fait, là, vous avez l'option d'aller à Valle Colorado, par exemple. À Santa Ana aussi, vous allez avoir la possibilité par exemple, de passer la nuit dans des auberges, oui, des auberges familiales. Hein. Ok, très bien. Et alors, est-ce qu'on pourrait avoir les coordonnées des logements qui est là? Oui, absolument. Oui. Nous allons vous envoyer tout. Ok, super, très bien. Alors, nous voulions, avant de vous quitter, et vous présenter les témoignages des deux acteurs du tourisme qui ont voulu nous accompagner dans cette formation, accompagner de certaines manières. Et si on peut dire, c'est Florentina, une des prestataires qui travaille dans la province de Jujuy pour accueillir les voyageurs.
et Chloé Proust, cofondatrice d'un tour opérateur français, Tierra Latina, qui propose déjà ce type d'expérience en Argentine. Bon, je crois que maintenant vous me voyez. J'ai essayé d'allumer la caméra depuis tout à l'heure. Et alors, on voit les témoignages de Florentina et de Chloé. Et sachez aussi que vous avez à droite des documents à télécharger si ça vous intéresse. Ce sont les protocoles sanitaires que nous avons élaborés pour le secteur du tourisme avec la Chambre argentine de tourisme et le ministère du tourisme de l'Argentine. Et au nom du ministère du tourisme, de la culture et de la province de Jujuy et de l'Institut national de promotion touristique, nous vous remercions de votre temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à nous contacter et nous serions ravis de répondre à vos questions. À très bientôt. Estamos en el pueblo de Barranca. Tengo mi emprendimiento, Comedor El Tolar, en la cual trabajamos con mi familia. Mi familia somos mis 10 hijos, 5 varones y 5 mujeres, y mi esposo, mis 10 nietos y mis yernos y mi negra. Ofrecemos comidas típicas de la zona, elaboradas con carne de llama, cordero, charqui, queso de cabra y algunas verduras que cosechamos también aquí. Cuando vienen los turistas, sí me pueden visitar acompañado de un guía. Aquí mis hijos le van a acompañar hasta el puesto para explicarle, para llevarle. Y llegando al puesto le enseñamos todas las actividades de lo que se hace durante el día y le podemos enseñar el esquilado de llama, el arreado con la onda. Bueno, le enseñamos el esquilado y ahí nomás a hilar y a hacer una prenda. Bueno, les invito a visitar a Barrancas y a visitar mi comedor El Tolar. ¡A viento! ¡A viento! Jujuy es energía viva. Muy buenos días a todos, je suis Chloé, la cofondatrice de Tierra Latina. Tierra Latina, c'est une agence de voyage qui organise des séjours sur mesure et chez l'habitant en Amérique latine. Nous, on est basé en France et en Argentine. Aujourd'hui, je suis désolée, c'est chez moi que vous êtes immergés puisqu'on est à nouveau confinés en France. Quand on a commencé à travailler en 2014, on est surtout allé chercher des communautés qui se trouvaient dans les provinces de Jujuy, de Tucumán et de Salta. Donc des communautés rurales qui avaient envie de s'ouvrir au tourisme pour avoir un revenu complémentaire, mais aussi pour pouvoir faire des rencontres et voyager un peu depuis chez eux. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de se lancer dans cette aventure? Parce qu'on s'est rendu compte que pour les Français, qui sont nos clients en grande majorité, c'était primordial de pouvoir rencontrer les habitants pendant leur voyage en Argentine, de pouvoir avoir une expérience de vie unique et un moment de partage mémorable. C'est pourquoi on s'est lancé là-dedans. Comment ça se passe du coup quand on envoie une famille par exemple dans notre communauté qui se trouve à côté de Humahuaca, la communauté de Raoul? En général, ils y vont pour une nuit ou pour 2 nuits et donc on leur propose des activités qui vont dépendre des saisons aussi. Donc par exemple, on va leur proposer de cuisiner un plat typique des Andes, on peut leur proposer du tissage, on peut leur proposer des balades à cheval également ou juste des promenades à pied autour de la communauté. Ça va être en fonction de la météo, en fonction du niveau de difficulté physique par exemple recherché et en fonction de la typologie de la clientèle bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que les retours que l'on a de la part des voyageurs, qui sont excellents en grande majorité, on a les mêmes en fait du côté de nos hôtes, du côté de nos communautés. De leur côté à eux, en fait, c'est comme je disais une manière de sortir de chez eux, de voyager, de faire des rencontres avec des personnes qui viennent d'un autre continent et de pouvoir échanger sur les cultures et sur les us et coutumes tout en restant chez eux. Donc c'est super intéressant. On est vraiment sur une relation gagnant-gagnant. C'est pourquoi je vous recommande à tous de commencer à travailler avec le tourisme rural communautaire parce que je pense que c'est l'avenir et que surtout après la crise que vous êtes en train de traverser, la recherche d'authenticité sera vraiment au cœur du voyage.